Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Alors aujourd'hui, je vais faire ce que j'appelle une capsule d'intégration. Donc, ça va suivre un petit peu, pour ceux qui suivent mon cours en classe, ça va suivre un peu les mises en situation que je passe souvent en classe pour nous aider un petit peu à intégrer les différents concepts de biologie. Donc aujourd'hui, j'ai choisi un modèle de pré-éclampsie qui, en fait, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi si vous ne le savez pas, inquiétez-vous pas. Mais en gros, je vais utiliser cette maladie-là, si on peut dire, comme modèle. Puis je vais vous parler d'un traitement aussi, le sulfate de magnésium, qui est couramment utilisé pour traiter la pré-éclampsie. Mais mon objectif, je le dis souvent, je ne suis pas médecin, mon but, ce n'est pas de parler de dose puis de l'aspect clinique de la chose, ça ne m'intéresse pas du tout. En fait, ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est surtout d'utiliser ce modèle-là pour reviser, intégrer l'ensemble des notions que vous avez vues au cours des 2 dernières sessions sur différents systèmes. Alors, ça a l'air de rien, mais juste en tentant de m'expliquer un petit peu les symptômes ou les signes cliniques de la pré-éclampsie et m'expliquer le fonctionnement du médicament que je parlerai tantôt avec vous, on va reviser des notions de bio 1 de la première session, comme l'osmose, le système nerveux un petit peu, le système musculaire. Des notions de bio 2 en parlant un petit peu des reins, du cœur, de pression artérielle. Et vous le savez, ceux qui me connaissent bien, mon cheval de combat depuis que j'enseigne, depuis le début de ma carrière d'enseignant en biologie ou en biologie médicale, c'est vraiment d'éviter cette fausse perception que la biologie, c'est du par cœur, qu'il n'y a pas de compréhension et tout ça. Et c'est toujours ça que je veux vous amener. Des perroquets, j'en veux pas dans ma classe, qui sont capables d'apprendre 300 médicaments avec 300 effets. C'est impressionnant, mais ça sert à rien. Pour moi, c'est vraiment une coquille vide, entre guillemets, même si c'est très impressionnant en termes de talent. Ce que je veux, c'est plutôt de, justement, pas compartimenter l'information, mais d'être capable de faire des liens entre les différentes notions que vous avez apprises et comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau de votre corps, en fait, que ce soit dans une situation que vous êtes en santé ou, comme ici, le modèle dans un cas de pathologie. Donc, en gros, ici, très simple, on va commencer doucement. Pré-éclampsie, c'est un problème de pression artérielle, je l'écris ici, qu'on retrouve vraiment chez la femme enceinte généralement. Donc, il peut y avoir autour de 7% des femmes enceintes qui vont développer des problèmes d'hypertension. Ça, c'est la première chose. Le premier phénomène associé à la pré-éclampsie, c'est l'hypertension sévère, une pression artérielle qui augmente de façon significative et qui peut être, en fait, ça peut offrir des risques importants pour la mère et le bébé, évidemment. Ce qui m'intéresse, c'est surtout ça ici, où on va s'amuser un petit peu, puis ça va nous permettre de comprendre un petit peu les notions qu'on a discutées au cours des 2 dernières sessions. Donc, comme je le disais, vous avez un problème de pression artérielle élevée chez la femme enceinte, donc l'hypertension. Ça, c'est le premier signe, donc ici, on peut voir, là, il y a différents symptômes et signes cliniques, et c'est le plus important. Et lui, il va engendrer 2 autres problèmes que vous allez tenter de m'expliquer bientôt. Donc, l'hypertension peut conduire à une protéinurie et à de l'édème. Protéinurie, ça veut dire quoi? Vous vous souvenez, le mot urie veut dire urine, protéines. Donc, c'est une accumulation importante de protéines dans l'urine. Donc, une quantité plus élevée de protéines dans l'urine. L'édème, c'est un déplacement d'eau, généralement le plasma sanguin, donc la partie liquide du sang, si vous voulez. Donc, le plasma va se déplacer à l'extérieur des vaisseaux sanguins et va s'accumuler dans les tissus, ce qui peut se traduire par une enflure, un gonflement de certains tissus, parce qu'il y a accumulation de liquide comme ça dans les tissus. Puis ici, on aurait un effet généralisé, donc on aurait un œdème généralisé. Et c'est vraiment le problème de pression artérielle ici qui va causer souvent les 2 autres conditions. Et généralement, c'est des effets qu'on va voir. Donc, ces deux problèmes-là sont assez classiques d'une femme enceinte atteinte de pré-éclampsie. Puis on peut voir aussi, par exemple, les mains qui vont gonfler et tout ça, donc, ou certains membres inférieurs qui vont gonfler un petit peu, qui traduit aussi l'œdème, ce qui n'est pas rare. Ce qui est beaucoup plus rare, mais dans la littérature, ça a été montré, mais dans certains cas, beaucoup plus rare, on va voir aussi des troubles électrolytiques. Par exemple, il pourrait avoir un problème d'hypocalcémie ou d'hyponatrémie. Hémie, contrairement à urie, ça veut dire quoi? Glycémie, pensez-y, ça veut dire sang, évidemment. Hypo, faible. Donc ici, j'ai une faible concentration de calcium au niveau sanguin. Même chose, une faible concentration de sodium au niveau de la concentration sanguine, ce qui aura un impact sur différents systèmes, ce que vous allez m'expliquer aussi, qui peut même se traduire par une faiblesse généralisée, une faiblesse musculaire et tout ça.
Évidemment, comme je disais tantôt, mon but, c'est de réviser un peu la biologie, donc prendre toutes vos connaissances et de refaire une petite intégration de tout ça. Mais si j'étais dans une faculté de médecine, peut-être que je ne vous parlerais pas beaucoup de ces troubles-là, comme ils sont plus rares. Moi, je m'attends, surtout vous autres en soins infirmiers, là, je m'attends plutôt qu'on vous enseigne éventuellement ces trois symptômes, signes cliniques-là, plutôt que ce qui est exceptionnel. Mais moi, je l'utilise aujourd'hui parce que ça va nous permettre de réviser d'autres systèmes. C'est pas impossible, même si c'est rare, mais ça va me permettre quand même de réviser certains concepts logiques. Donc, mon objectif, en fait, et je vous pose la question suivante. Je vous parle de protéinurie. Comment vous pouvez m'expliquer, vous, le fait qu'une femme enceinte qui est atteinte de prééclampsie va avoir de la protéinurie? Donc, on l'a dit tantôt, c'est une accumulation de protéines dans l'urine. Et je peux déjà vous citer, il y a un lien direct entre la pression artérielle élevée chez la mère et le niveau de protéines. Donc là, il faut que vous reveniez un petit peu à vos notions sur le système urinaire que vous avez vu en Bio 2. Et c'est sûr que là, je ne peux pas revoir en détail les notions du système musculaire, du système nerveux, de l'osmose ou du système urinaire ou même cardiovasculaire qu'on va discuter aujourd'hui. Fait que je vais focuser vraiment sur des éléments que vous devriez comprendre, que vous devriez déjà savoir. Si ce n'est pas le cas, bien, je vous invite vraiment à aller revoir les cours, les autres capsules dans les listes de ma chaîne sur le cardio, sur l'urinaire ou tout ce qui vous fera défaut en termes de compréhension. Donc, ce que je vous dis dans 2 secondes, c'est vraiment du chinois, puis vous ne me suivez pas du tout, ben, ça vaut la peine d'aller revoir. Mais je vais faire ça quand même le plus simple possible. Donc, souvenez-vous, dans le rein, il y a un néphron. Il y a des néphrons, il y en a des millions en fait, mais j'en dessine un ici. Et chez une personne en santé, donc on parlera du cas médical par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, vous savez un petit peu comment ça se passe. L'artériole afférente ici qui amène le sang à filtrer. Je fais une petite gaffe ici, donc on recommence. Donc, l'artériole afférente, j'ai le glomérule ici à l'intérieur qui va filtrer, je mets un F pour la filtration, et le sang va ressortir par l'artériole afférente ici. Et en gros, c'est comme ça qu'on va produire l'urine. Donc, les reins, qui sont composés de millions de néphrons, vont recevoir le sang comme ça. On filtre ici au niveau du glomérule. Et ce qui passera dans les tubules ici rénaux, c'est la future urine. Donc, on va éliminer l'eau, les différentes molécules qui passent. Et ce qui n'est pas filtré va rester dans le sang ici, tout simplement, et ressort des reins pour retourner en circulation sanguine. Pour l'instant, c'est un petit peu une image très vulgarisée, mais ça va nous aider à comprendre. Imaginez-vous qu'il y a une membrane de filtration au niveau du glomérule ici, et c'est une passoire à spaghetti. Donc, cette passoire-là est faite de trous. Vous versez une soupe aux légumes à travers votre passoire. L'eau va passer, les petits pois, les petits légumes vont passer par les ouvertures, mais les plus gros morceaux, peut-être un morceau de carotte, exemple, ben ça ne passera pas. Et c'est comme ça, je veux que vous visualisez les légumes, c'est les différentes molécules. Alors, chez une personne en santé, la pression artérielle est normale. Il y a les plus petites molécules qui passent, les plus grosses ne passeront pas, exemple comme l'albumine, mais les petits ions, comme le sodium, le calcium, pourraient passer. Souvent, on ne les retrouve pas dans l'urine parce que c'est réabsorbé à ce niveau aussi avant de se ramasser à la fin ici du néphron qui est dans le tubule collecteur, là, qui deviendra de l'urine éventuellement. Mais si je reviens à la filtration, donc maintenant qu'on se souvient de ça, protéinurie. Comment ça se fait que j'augmente la quantité de protéines ici au niveau du tubule collecteur et dans l'urine? Ça augmente tout simplement parce que si j'augmente la pression ici, je vous demande la question suivante. Est-ce que si la pression artérielle elle est très élevée dans le corps, est-ce que le sang circule rapidement ou plus lentement? Il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des cas d'exception. Exemple, vous avez un caillot qui bloque une artère, ça peut augmenter la pression, mais aussi obstruer la circulation. Mais généralement, exemple, si le cœur bat plus vite, on se contracte avec plus de force, mais le sang va circuler plus rapidement. Et si le sang circule plus rapidement, je pose une deuxième question. Est-ce qu'il y a plus de sang qui va être filtré ou moins? Mais évidemment, il y en a plus. Donc, si je traite plus de sang, mais évidemment, il va y avoir plus de molécules qui vont passer, plus d'eau, plus de protéines. Et donc, ça, c'est déjà un élément de la réponse. Mais le plus important, c'est de voir ça comme une force générale qui s'applique. Donc, plus que je vais avoir de la pression forte ici, plus que je vais faire une pression forte sur la membrane de filtration, qui est ni plus ni moins ma passoire à spaghetti. Et imaginez-vous, une autre image pour vous aider à comprendre, j'ai ma soupe aux légumes, si je la mets dans un verre et je la verse tranquillement sur la passoire, la pression n'est pas très forte, les petites molécules, l'eau passe et ça finit là. Mais si au contraire, je mets de la pression comme un boyau d'arrosage et je mets le débit au plus fort et là, il y a un jet très puissant,
vous comprenez qu'on va forcer le passage de légumes. Donc, une carotte qui est un petit peu trop gros, si je pousse très fort dessus, parce que ma pression artérielle est très forte, la force exercée elle est forte, ben, on va forcer le passage de certaines molécules qui ne devraient pas se ramasser au niveau du tubule collecteur et de l'urine. Donc, c'est une raison, entre autres, qui explique que j'augmente la quantité de protéines dans l'urine. Tout simplement parce que le jeu de pression est tellement fort ici qu'on force le passage des molécules et j'en ai tout simplement en plus. Et c'est particulièrement évident au niveau des protéines. Voilà. Donc déjà, ça explique un petit peu pourquoi ce problème d'hypertension chez la femme enceinte pourrait causer cette protéinurie. Maintenant, pourquoi on va faire de l'œdème? Bien là, ça c'est le fun, parce que là, on était un petit peu dans le bio 2, mais là, on va revenir à du bio 1 de la dernière session. Et dans ce cas-ci, on revient avec un problème d'osmose. Donc, je suis certain qu'il y en a plein de personnes là, qui sont déjà capables de me répondre à ça. Si vous vous souvenez de cette petite formule-là que j'écris souvent, donc si on simplifie, puis on ne rentre pas dans le détail de l'osmose, aujourd'hui on simplifie, bien, c'est un déplacement d'eau vers l'endroit le plus concentré. Et là, c'est pas pour rien que je les ai mis dans cet ordre-là. Hein. L'hypertension affecte la protéinurie va affecter l'œdème. Pourquoi? Bien, si j'augmente la quantité de protéines dans l'urine, je pose la question, est-ce que vous avez plus de protéines dans le sang ou moins? Mais c'est une fuite dans l'urine. Donc, imaginez-vous que mes protéines sanguines, quand elles sont filtrées au niveau du glomérule, des reins, si vous voulez, bien, toute la fuite des protéines qui se ramassent comme ça dans l'urine, bien, ça fait que je vais en avoir beaucoup moins dans le sang. Donc, on pourrait dire que l'accumulation des protéines dans l'urine, c'est une perte. J'ai perdu mes protéines dans l'urine, donc ce qui me reste dans le sang, bien, il en reste beaucoup moins. Alors, évidemment, ma concentration protéique devient plus faible. On peut dire qu'au niveau sanguin, on baisse la concentration. Alors, si je fais un petit dessin très simple, ici j'ai un vaisseau sanguin, okay, ça peut illustrer tous les capillaires de votre corps, exemple, qui fait des échanges avec les cellules des différents tissus, des différents organes. Généralement, chez une personne en santé, j'ai une concentration équivalente. Exemple, si j'ai une concentration de 0,9% à l'extérieur des vaisseaux, j'ai 0,9% à l'intérieur. Il n'y a pas de déplacement d'eau. Mais si je perds des protéines dans l'urine, le sang devient moins concentré. Donc, exemple, je tombe, je dis ça au hasard, mais mettons à 0,5%. Alors, cette fuite de protéines vers l'urine fait qu'il m'en reste moins dans le sang. Ça veut dire que, par comparaison, mon 0,09 dans les tissus, qui est une concentration normale, je vous l'accorde, mais qui devient par le fait même plus élevé que la concentration plus faible au niveau plasmatique, au niveau sanguin. Alors, ici, comme l'eau se déplace par osmose vers le plus concentré, l'eau va tout simplement, spontanément, quitter les vaisseaux sanguins pour s'accumuler dans les différents tissus. Et ça explique votre cas d'œdème. Puis, c'est souvent, je ne parle pas nécessairement de la femme enceinte, mais c'est souvent plus visible dans les membres inférieurs, parce que par gravité, quand on est debout, par exemple, l'eau va avoir tendance à tomber par gravité dans les jambes, dans les mollets. Donc, parfois, c'est plus visible à ce niveau-là, mais on pourrait voir ça au niveau des mains ou même de l'abdomen, ou peu importe. Donc, on pourrait avoir un œdème généralisé à ce niveau aussi. Donc, vous m'avez déjà expliqué avec quelques notions de bio, déjà vu dans vos différents cours, les principaux symptômes ou signes cliniques. Maintenant, si on regarde les autres problèmes potentiels, mais beaucoup plus rares, exemple, on parle de troubles électrolytiques ici, mais on parle d'hypocalcémie ou d'hyponatrémie. Bien, si c'est une faible concentration sanguine de calcium ou de sodium, comment on peut expliquer ça? Exactement de la même manière que les protéines. La pression est forte, donc on force le passage de certaines molécules. Donc, on force le passage, par exemple, du calcium, du sodium. Ça peut être d'autres molécules aussi. Et pour différentes raisons, chez cette personne-là, ben, on n'arrive pas tout simplement à rééquilibrer au niveau de la concentration de calcium sanguine. Exemple, on n'est pas capable de remonter ou de pallier à cette perte-là. Donc là, c'est une perte accrue vers l'urine. Et quel type d'impact ça peut faire? Alors là, ici, vous voyez, là, les trois systèmes, ben, on couvre 2 sessions de notions. Hein. Cardiovasculaire, sans rentrer dans le détail de la physiologie, c'est complexe, mais en gros, j'ai besoin de sodium, du calcium. Leur effet sur le cœur total, c'est des stimulants, on va favoriser la dépolarisation, mais c'est sûr qu'au point de vue biologique, le calcium ne fait pas du tout la même chose que le sodium. Je ne veux pas entrer dans le détail aujourd'hui, mais une chose est certaine,
Donc, le calcium, quand j'ai la présence de calcium au niveau des cellules cardiaques, présence de sodium, généralement, ça se traduit par une augmentation de la fréquence cardiaque. On va stimuler la contraction des myocytes cardiaques. Okay? Donc, on favorise les événements de dépolarisation, pour ceux qui se souviennent. Si vous n'en souvenez pas, vous pouvez aller revoir la capsule sur le système cardio-nectar où on vous explique tous les détails des différentes étapes, de la fonction de ces différentes substances. Mais en gros, pour aujourd'hui, pour simplifier la compréhension, on sait que ça augmente la fréquence cardiaque, hein, on stimule. Donc évidemment, si j'ai moins de calcium puis moins de calcium et de sodium, ben, on va avoir l'effet inverse. J'en ai pas de ces molécules-là, donc je vais diminuer les contractions cardiaques et ça va diminuer la fréquence. Et là, il y a des gens, je rouvre une parenthèse, pas pour vous mêler, ça va être mélangeant, mais j'aime bien cet exemple-là parce que j'ai des gens qui vont réfléchir à la maison et qui se souviennent que si je baisse la fréquence cardiaque, c'est un facteur qui va contribuer à diminuer la pression artérielle. Mais mon problème ici, chez cette dame, c'est que la pression est trop forte. Alors là, ça vous mélange. Ça vous mélange parce que vous pensez toujours en mode absolu. Hein? Comment ça se fait que j'arrive aux événements inverses? Bien, vous allez vous rendre compte, si ce n'est pas déjà le cas, que très souvent en biologie ou en biologie médicale là, ou biologie humaine, on a beaucoup de facteurs. Ce n'est pas un seul facteur. On a beaucoup de facteurs biologiques qui se produisent en même temps et il y en a beaucoup qui vont fonctionner dans le sens inverse, qui ont des actions contraires. Et chez une femme atteinte de prééclampsie, il y a plein de causes. Il y a des causes pas connues, mais on sait que la pression artérielle est forte. On sait qu'il y a des différents facteurs aggravants qui vont faciliter les chances d'avoir une prééclampsie. Exemple, si maman est diabétique, si maman a une thrombose, si maman est enceinte de jumeaux, si le bébé est grossit parfois ou de la façon qu'il est positionné, on peut aller coincer une artère ou peu importe. Pour des raisons différentes, tous ces facteurs-là vont contribuer à augmenter la pression artérielle. Dans le cas du diabète, c'est une hyperglycémie qui amène un débalancement osmotique, déplacement d'eau. Thrombose, exemple, j'ai une masse, un caillot qui bloque une artère. Donc, peu importe la cause, tout ça va contribuer à augmenter la pression artérielle. Mais effectivement, si tu manques de calcium, de sodium, la fréquence va diminuer. Donc ici, on a tendance à vouloir diminuer la pression artérielle, mais j'ai d'autres facteurs chez maman qui augmentent la pression artérielle. Maintenant, on fait un bilan qui l'emporte. Si la diminution de fréquence puis la diminution de la pression est vraiment plus forte que les autres facteurs qui contribuent à augmenter la pression artérielle, ben on aurait plus de prééclampsie, au contraire, on aurait un problème d'hypotension. Mais clairement, ici, même si j'ai des effets inversés, l'ensemble des facteurs qui contribuent à augmenter la pression a plus d'effet que la diminution de la fréquence cardiaque due à une hypocalcémie, exemple. Donc, le bilan net est que la pression artérielle est plus forte. Et c'est comme ça qu'on doit réfléchir, en fait, pour beaucoup de choses. C'est que c'est jamais très clair. Je peux avoir des situations qui provoquent des hormones qui provoquent une hyperglycémie parce que je suis stressé, comme l'adrénaline ou le cortisol. Je peux avoir de l'insuline en même temps qui va diminuer le niveau de glucose sanguin, mais en même temps, qui l'emporte, ben, ça dépend. Si j'ai plus d'insuline que d'adrénaline, j'aurai un effet. Puis si j'ai plus d'adrénaline que d'insuline, j'aurai un autre effet. Une question de récepteur, une question de concentration, plein de choses. Mais c'est toujours le plus fort qui l'emporte, en guillemets. Donc, c'est pour ça qu'ici, oui, ça diminue la fréquence cardiaque, mais en même temps, on a un problème d'hypertension parce que j'ai d'autres facteurs qui vont contribuer chez la femme enceinte ici et qui expliquent le cas de prééclampsie. Donc, je voulais juste faire une petite parenthèse pour vous mêler parce que des fois, vous êtes plus dans la réflexion absolue, puis là, ça vous mélange. Mais les deux sont possibles, en fait, même s'ils sont contradictoires. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait sur le système nerveux? Encore là, je ne peux pas trop rentrer en détail, mais si vous ne vous souvenez pas du système nerveux, allez revoir la liste de neurophysiologie. Mais en gros, le manque de calcium fait qu'on va diminuer le relâchement de neurotransmetteurs. L'hyponatrémie, j'ai pas de sodium, donc je vais diminuer la production d'influx nerveux, exemple au niveau de l'axone, des canaux voltage dépendants. Ça pourrait être un effet possible, ou au niveau du potentiel gradué, mais peu importe. La baisse de neurotransmetteurs, la baisse de la production d'influx nerveux vont contribuer les deux à une production finale dans l'ensemble des neurones, une production finale beaucoup plus faible en termes d'influx nerveux. Donc, on pourrait s'attendre ici qu'il y a une production plus faible, ce qui pourrait avoir différents impacts, mais clairement, au niveau neurologique, il pourrait avoir un impact important. Au niveau musculaire, même chose. Le calcium est extrêmement important. On en reparlera tantôt quand je vous parlerai du médicament.
qu'est-ce que le calcium fait? L'hyponatrémie, donc sodium également, est important pour dépolariser la cellule musculaire. Le calcium aussi déplace un complexe inhibiteur nécessaire à la contraction. Peu importe, même si on ne se souvient pas des détails, on va diminuer la contraction musculaire ici. Donc, le fait de manquer de calcium ou de sodium, les muscles se contractent plus difficilement. Et ça expliquerait la faiblesse musculaire de la mère ici, parce qu'évidemment, si j'ai moins d'influx nerveux au niveau des neurones moteurs, par exemple, ou si j'ai moins de sodium et de calcium dans le muscle, ben, le muscle est incapable de se contracter. C'est la définition d'une faiblesse musculaire. Donc, techniquement, maman ici, pour d'autres raisons aussi, mais celle-là, entre autres, va être plus faible, va avoir de la misère à se déplacer, à lever un objet ou peu importe, parce que les muscles refusent de se contracter ou le font de façon beaucoup moins efficace. OK? Donc déjà, là, on est capable d'avoir une idée un petit peu de la maladie, de la prééclampsie, comprendre un petit peu comment tout ça s'explique, entre guillemets, avec vos notions de biologie. Toujours dans la même logique, pour intégrer tout ça, ben maintenant, souvent, le traitement classique, il y a plein d'autres choses qu'on peut donner, mais j'ai choisi le sulfate de magnésium parce qu'il me permet d'expliquer quelques concepts sur le système nerveux musculaire, le système musculaire, pardon. Et c'est vrai que le sulfate de magnésium est souvent utilisé pour traiter des cas de prééclampsie, des cas sévères aussi, parfois on utilise ça, parce qu'il y a quand même des effets secondaires assez importants avec le sulfate de magnésium. Mais généralement, quand le cas est sévère, c'est pas rare qu'on va donner du sulfate de magnésium, qui est en fait un antagoniste du calcium. Ça, c'est important pour moi, ce terme-là. Vous allez souvent voir ça dans le domaine médical, agoniste, antagoniste, et c'est très simple. Je vais l'écrire même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais un agoniste, c'est une molécule qui va stimuler un phénomène biologique. Donc, un exemple, une molécule agoniste sur un récepteur alpha, ben, c'est une molécule qui va stimuler le récepteur alpha. Si j'ai un antagoniste, anta pour contraire, on bloque un effet. Okay? Donc, ça, c'est vraiment important de le comprendre. Si je donne un médicament ou une molécule qu'on produit dans notre corps de façon naturelle, qui agit comme un antagoniste du récepteur alpha, bien là, au contraire, on bloque le récepteur alpha. Et ça, c'est important parce que si tu comprends le français de ces deux définitions-là, puis tu n'es même pas familier avec le sulfate de magnésium, bien, tu peux déjà comprendre, juste en sachant que juste en te disant que c'est un antagoniste du calcium, tu comprends déjà que cette substance chimique, ce médicament, bloque l'effet du calcium. Donc, déjà, tu es pisté. Le deuxième point, fixe la troponine, mais là, ça dépend de tes notions au niveau du système musculaire. Tu as peut-être oublié, peut-être que tu ne l'as pas. Là, c'est plus difficile. Je vais faire un petit résumé rapide pour expliquer le concept. Mais une chose est sûre, tu sais que le calcium est nécessaire pour faire des contractions musculaires. Donc là, on empêche la contraction musculaire. Il est là, l'explication. Si je vous demande comme ça, souvent, j'utilise ce modèle-là en classe pour vous faire réfléchir un petit peu, puis je vous demande de maintenant, expliquez-moi pourquoi le médicament que j'appelle le sulfate de magnésium est efficace pour traiter la prééclampsie chez la patiente, donc son hypertension. Bien, souvent, vous paniquez un peu, « Wow, là, on n'est pas des médecins et tout », mais vous êtes capable de m'expliquer ça maintenant. Deux choses. Mon problème, c'est une pression artérielle trop élevée. Qu'est-ce que tu veux? C'est de la diminuer. Donc, ça a l'air niaiseux, mais souvent, quand j'enseigne, je fais toujours cette petite distinction-là. Ça vous permet de bien vous partir. Donc, des fois, on se mélange un petit peu, puis on est stressé, surtout en examen. Mais si je te dis le problème, OK, la pression est trop forte, ma solution, c'est quoi? Bien, je veux la baisser. Donc, pour ton explication, tu dois arriver à la réponse finale, je baisse la pression artérielle. Comment expliquer ça? Là, il faut que je revienne un petit peu avec les notions du système musculaire. Puis encore une fois, si ce n'est pas clair dans votre tête ou c'est trop loin, ça date de peut-être 1 an dans certains cas, bien, je vous invite à aller revoir le système musculaire sur la chaîne pour vous rafraîchir la mémoire. Encore une fois, je ne vais pas revoir tous les détails, mais en gros, si je vais dans le sarcomère, il y a 2 protéines que moi j'appelle souvent des protéines velcro. C'est une image, mais le velcro qui s'accrochent ensemble pour justement l'effet de crochet, si vous voulez. Bien, on a 2 protéines comme ça qui agissent un petit peu comme du velcro. Hein, j'ai la protéine en haut ici que j'appelle l'actine, qui est une protéine contractile, et j'ai aussi la myosine, qui est une autre protéine contractile. Les deux doivent s'accrocher ensemble. Donc, la myosine, un petit peu en forme de crochet, le bâton de hockey ici, va s'insérer sur un site de liaison, donc la partie sphérique de l'actine ici, et les deux vont s'accrocher ensemble. Aussitôt qu'il y a un contact entre les deux, imaginez-vous que l'actine est physiquement attachée à la myosine, et c'est là qu'il va y avoir contraction musculaire. En fait, ça provoque le glissement des sarcomères, donc la cellule musculaire, la myocyte, va raccourcir. En raccourcissant, le muscle
va aussi raccourcir. Par exemple, vous pliez le bras, vous faites une flexion du bras droit, et votre biceps, vous le sentez gonflé, il est contracté. Bien, techniquement, au niveau cellulaire, l'actine est accrochée à la myosine. Évidemment, dans une situation normale, je reviendrai à l'exemple médical après, on ne peut pas être dans cette situation-là, parce que là, ça serait l'effet d'une crampe. L'actine serait toujours accrochée à la myosine, on serait toujours contracté, notre bras ne bougerait plus, il serait toujours en position pliée, toujours en flexion. Donc, pour contrôler tout ça, on a un complexe inhibiteur de 2 protéines qui s'appelle le complexe inhibiteur troponine, ça c'est la première protéine, tropomyosine. Ce complexe-là, il est en place pour empêcher justement l'actine de s'attacher à la myosine. Donc, quand le muscle est au repos, toutes les cellules musculaires qui composent ce muscle-là, on peut se dire qu'il n'y a aucune actine attachée à la myosine parce qu'il y a un obstacle physique entre les deux. Donc, la myosine voudrait bien aller rejoindre l'actine, mais il y a ces 2 protéines-là qui forment un gros complexe et ça empêche la myosine. Il faut tasser, il faut déplacer ce complexe troponine-tropomyosine ailleurs, et là, on va libérer, si vous voulez, le site de liaison de l'actine, et là, on pourra avoir une interaction. Et je vous pose la question, comment on fait pour déplacer ce complexe-là? Bien, c'est le calcium qui fait ça. C'est pour ça que c'est hyper important, le calcium, dans les cellules musculaires. Donc, ici, sur la troponine, donc, exemple, à la gauche, ici, mon X, c'est pour la tropomyosine. C'est autre chose, on a d'autres rôles avec cette protéine-là. Mais la troponine, c'est la protéine qui va lier le calcium, donc Ca2+. Aussitôt que j'ai une molécule de calcium qui vient s'attacher comme ça au complexe inhibiteur, la présence de calcium va tout simplement déplacer le complexe inhibiteur plus loin. Et là, ce que ça va faire, tout simplement, comme on le voit ici à l'écran, j'ai l'actine en haut, j'ai la myosine en bas, et comme j'ai plus d'obstacle entre les deux vont s'accrocher ensemble, ce qu'on appelle le pont d'union, et c'est là qu'on va faire la contraction musculaire. Donc là, vous commencez peut-être à voir où je m'en vais avec le sulfate de magnésium. On veut, et je vous pose la question simplement, est-ce qu'on veut stimuler une contraction musculaire ou l'empêcher? Donc, si vous revenez au premier point et vous regardez antagoniste du calcium, on bloque l'effet du calcium. Et concrètement, si je refais le même dessin, le médicament, c'est très simple. Comment on fonctionne? C'est qu'on va compétitionner avec le calcium pour la troponine. Donc, je refais le même dessin. En haut, j'ai l'actine, la myosine, et ici, j'ai le complexe inhibiteur. Ici, j'ai la molécule de calcium. À côté, j'ai le médicament que j'appelle le sulfate de magnésium. Les deux ont la possibilité, et mettons, je vais marquer tropo ici, pour la troponine, qui est la petite protéine ici. Donc, oui, le calcium peut s'accrocher, oui, le sulfate peut s'accrocher. L'idée, c'est ça, c'est une compétition. Ici, en termes, si on faisait de la biochimie, là, on a une compétition entre les 2 molécules chimiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici que c'est un inhibiteur compétitif. Si le sulfate s'attache ici avant le calcium, et là, il y a une question de dosage, mais exemple, si j'en mets suffisamment, de concentration assez élevée, bien, j'ai plus de chances mathématiquement que le sulfate puisse s'accrocher comme ça à la troponine. Et comme le calcium n'a pas de place pour s'accrocher, lui, il reste ici. Alors, ce que ça fait, ça bloque l'effet du calcium. Et comme il ne peut pas s'attacher au complexe inhibiteur, il reste en place. Et dans ce cas-ci, l'actine et la myosine ne peuvent pas s'accrocher ensemble. Donc, on diminue les contractions musculaires. On pourrait dire d'une certaine façon, si on veut simplifier un petit peu, bien, ça serait un peu comme un relaxant musculaire, entre guillemets. Donc, le mécanisme, là, on a la moitié de la réponse, en fait. Là, vous avez peut-être compris que le sulfate de magnésium, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va, en empêchant l'action du calcium, on empêche le déplacement du complexe inhibiteur, donc on empêche les contractions musculaires. OK? Fait que c'est pour ça qu'on vous dit que c'est un antagoniste du calcium. Maintenant, je reviens à ma question. En quoi le fait d'empêcher les contractions musculaires va diminuer la pression artérielle? Et là, il y a un deuxième lien qu'on va faire avec l'aspect musculaire et l'aspect cardiovasculaire. Donc, évidemment, c'est peut-être pas si évident ça pour beaucoup d'entre vous, mais dans le fond, c'est relativement simple. Si je reviens, exemple, au niveau du cœur, en fait, il y a 2 composantes pour ajuster la pression artérielle. Au niveau cardiovasculaire, j'ai le cœur, puis j'ai les artères ou les artérioles. Le cœur, si j'augmente les contractions, le cœur bat plus vite et plus fort, normalement, ça contribue à augmenter la pression artérielle.
Si, au niveau des artérioles, les petites artères, exemple, j'augmente la contraction musculaire, l'artère se ferme sur elle-même, ce qu'on appelle une vasoconstriction. Et la vasoconstriction, comme en se fermant sur elle-même, il y a moins d'espace, la quantité de sang qui est dans cette artère, cette artériole, va pousser plus fort sur les parois, donc ça augmente la pression artérielle. Si au contraire, elle se dilate et j'ai beaucoup plus d'espace, ça va soulager un petit peu la pression. Donc dans ce cas-ci, même logique, si j'ai une contraction musculaire au niveau des artères, des artérioles, je devrais dire, c'est surtout là qu'on va ajuster la pression. Au niveau du cœur, on augmente la fréquence cardiaque. Donc, ici, évidemment, si le cœur se contracte plus vite et plus fort, on augmente la fréquence cardiaque, ça augmente la pression. Même chose sur l'artère. Donc, il est là le lien musculaire. Si je diminue la contraction musculaire au niveau du cœur, au niveau des artères, on va relaxer, on va relâcher comme ça, tout simplement, le cœur. Donc, il y a moins de contractions qui se font au niveau des myocytes cardiaques, moins de contractions au niveau des myocytes, au niveau des artères. Ça va, au contraire, si je bloque les contractions ici, on ne va pas augmenter la pression, on va diminuer la pression artérielle. On a l'effet inverse, tout simplement. Okay? Donc, bon, c'est un exemple que j'ai choisi, mais l'objectif aujourd'hui, c'était justement depuis que j'enseigne, souvent je vois ça, vous êtes très fort maintenant sur le musculaire, le nerveux, le cardio, sur l'osmose, mais intégrer tous ces éléments-là pour expliquer ensemble les effets qu'on pourrait avoir, je dirais de façon interrelationnelle, si on pourrait dire, voilà, tout simplement, c'est qu'on voit qu'il y a des impacts entre ces différents systèmes, entre ces différents éléments de biologie. Puis là, ça me donne comme une vision un peu plus générale, un peu plus intégrée. Puis donc, évidemment, moi, ça sert mes dessins de prof pour vous faciliter un petit peu la tâche pour la compréhension, mais en même temps, ça devient beaucoup plus intéressant. Souvent, l'étudiant va apprendre juste par cœur, puis bon, c'est plus ou moins intéressant. Mais là, dans votre vie courante, un jour, vous êtes peut-être que vous allez avoir un enfant, si vous êtes une femme, puis vous avez de la prééclampsie, là, le médecin vous donne du sulfate de magnésium et tout, et quand même bien que vous n'êtes plus dans le domaine de la biologie, vous avez une petite idée de ce qui se passe, puis comment ça fonctionne. Donc, c'est toujours bien intéressant. Voilà, donc ça conclut la petite capsule. J'espère que c'était clair, j'espère que ça vous a permis de réviser un petit peu quelques notions. Puis, au plaisir de se revoir dans une prochaine capsule vidéo.